Weldon Keys. Weldon Keys est né en 1914 dans la ville de Beatrice, Nebraska. Après le lycée, il a étudié à l'université, rejetant l'idée de travailler dans l'entreprise familiale de fabrication. Il a plutôt poursuivi des intérêts créatifs et s'est mis à écrire. En 1937, il a déménagé au Colorado où il a commencé un diplôme en bibliothéconomie et a rencontré une femme nommée Anne Swan, qu'il a épousée plus tard cette année-là. Alors qu'il résidait au Colorado et s'installait dans sa nouvelle vie, Weldon a commencé à écrire ses poèmes et ses histoires plus régulièrement. Son roman, Fall Quarter, a été écrit à la fin des années 30 et bien qu'il ait cherché à le publier, l'éditeur s'est retiré de leur contrat suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Le roman était décrit comme une comédie noire et satirique et les éditeurs craignaient que les piques de Weldon contre les Américains des petites villes ne paraissent antipatriotiques compte tenu de tout ce qui se passait dans le monde. Il a été publié bien après sa disparition, en 1986. Cependant, l'année 1941 n'a pas été entièrement mauvaise pour lui, car sa nouvelle, La vie de l'esprit, est apparue dans Meilleures Nouvelles. Weldon a ensuite déménagé à New York, où il a publié sa première collection de poésie en 1943, Le Dernier Homme. Dans les années qui ont suivi, il a déménagé entre New York, San Francisco et Cape Cod, occupant divers emplois d'écriture, notamment critique de cinéma et scénariste. Il était, selon tous les contes, un critique très franc et direct, qualifiant la pièce de Thomas Stearns Eliot, de Cocktail Party, de terriblement amateur et décrivant les peintures de Robert Motherwell comme monstrueuses et insondables. Il est à noter que, bien qu'il n'ait reçu aucune formation en tant qu'artiste, Weldon a commencé à créer ses propres œuvres qui étaient souvent de style abstrait. En 1950, son travail a été accroché aux côtés de celui de Picasso. Mais Weldon a continué à créer de la poésie. En 1953, il collabore avec un clarinettiste de jazz pour écrire des ballades. Les années suivantes, il expose davantage son art, notamment des collages. En 1954, cependant, sa vie a pris un tournant lorsque l'alcoolisme et la paranoïa de sa femme ont conduit à une dépression nerveuse. Elle a été internée peu de temps après, et Weldon a demandé le divorce. Il a commencé à écrire le livre Communication non verbale avec le psychiatre Jürgen Rusch à cette époque, qui était le résultat de son temps passé à travailler comme assistant de recherche dans un établissement psychiatrique au début des années 50. Pour illustrer le livre, Weldon s'est lancé dans la photographie, une autre nouvelle voie créative pour lui. Malgré toutes les entreprises artistiques de Weldon, cependant, aucune ne semblait lui apporter le succès et l'épanouissement qu'il recherchait. Ses collaborations musicales ne lui ont apporté aucun succès. Une société de cinéma qu'il a créée a abouti à un procès et un bâtiment qu'il avait loué pour organiser des spectacles a été fermé par un pompier en 1955, quelques jours seulement avant la première d'une pièce qu'il avait écrite pour ses amis acteurs. De plus, l'état d'esprit de Weldon aurait été affecté par la fin de son mariage. Bien qu'il ait eu des relations après le divorce, elles n'ont pas duré longtemps et se sont souvent terminées brusquement. Il était également connu pour s'automédiquer avec des barbituriques à cette époque. On a entendu parler de Weldon pour la dernière fois le 18 juillet 1955. Cet après-midi-là, il a appelé deux de ses amis. Le premier était Janet Richard, qui était en route pour aller chercher sa belle-mère à l'aéroport. Weldon lui aurait dit « Les choses sont assez mauvaises, je pourrais aller au Mexique pour rester ». Il était apparemment fasciné par le pays grâce à divers romans qu'il avait lus, y compris Sous le volcan de Malcolm Lowry. Janet, cependant, était trop distraite et ne comprenait pas la gravité de la situation de son ami. Elle réfléchirait plus tard, je me sentais comme un meurtrier. L'autre amie que Weldon a appelée ce jour-là était Pauline Kael, une écrivaine et animatrice, à qui il avait demandé « Qu'est-ce qui te fait continuer ?» Le lendemain, un patrouilleur d'autoroute a découvert la voiture de Weldon du côté nord du pont du Golden Gate. Les clés étaient toujours dans le contact. Deux amis de l'écrivain sont allés vérifier son appartement pour découvrir que son chat, Lonesome, était toujours là et une paire de chaussettes rouges se trouvait dans l'évier. Son portefeuille, sa montre, son sac de couchage et son livret d'épargne avaient disparu. Il a disparu sans laisser de notes et reste introuvable à ce jour. Sean Flynn. Sean Flynn est né le 31 mai 1941, fils de l'icône hollywoodienne australo-américaine Errol Flynn et de l'actrice franco-américaine Lily Demeter. Le couple s'était marié 6 ans plus tôt lorsque Errol était relativement inconnu. Et ils ont divorcé en 1942 après une union tumultueuse au cours de laquelle Errol a accusé Lily d'être instable et violente.
Après la séparation, Sean a été surtout élevé par sa mère. Il a étudié à Lawrenceville, New Jersey, puis s'est inscrit à l'université Duke à Durham, Caroline du Nord, avant d'abandonner pour faire carrière dans le théâtre. Sean a eu quelques rôles mineurs avant de décrocher son premier rôle principal dans Le Fils du Capitaine Blood, la suite du film à succès de son père, Capitaine Blood. Peu de temps après avoir signé le contrat pour le film en 1961, il a également signé un contrat d'enregistrement pour High Fidelity RV Records, avec qui il avait déjà enregistré plusieurs chansons. Tout au long du début et du milieu des années 60, il a assumé plusieurs autres rôles de cinéma et de télévision, y compris Arrêter le train 349, Mission à Venise et Le Temple de l'éléphant blanc. Cependant, en 1964, il s'était lassé de jouer. Bien qu'il ait accepté des rôles jusqu'en 1966, il passait son temps libre à essayer de nouvelles choses. En 1964, il a été garde-chasse au Kenya et a voulu devenir guide de safari. Il est surtout revenu à l'écran quand il avait besoin d'argent. Son dernier et 8e film, 5 à terre à Singapour, a été tourné en 1966 et sorti en 1968. En janvier 1966, quelques mois avant le début du tournage de 5 à terre, Sean est allé au Sud-Vietnam en tant que photojournaliste, travaillant d'abord pour le magazine Paris Match, puis pour Time Life et ensuite pour United Press International. Cette voie professionnelle semblait bien fonctionner pour Sean. Avant longtemps, ses photos étaient publiées dans des magazines et des journaux internationaux. Et il s'est fait un nom en tant que journaliste prêt à se rendre dans des zones à haut risque et même à se mettre au milieu des combats pour obtenir des photos qui n'étaient pas seulement bonnes, mais qui montraient les réalités brutales et tragiques de ce qui se passait dans le monde. 4 mois après son arrivée au Sud-Vietnam, en avril 1966, Sean et sa patrouille, composée de plusieurs bérets verts américains et de mercenaires Nung, ont été embusqués par le Viet Cong. À ce moment-là, armé d'un fusil d'assaut, il a été jeté dans le combat, contraint de se battre pour s'en sortir avec les autres hommes. Il s'est échappé du conflit avec peu plus qu'une blessure au genou et a plus tard réfléchi sur la situation, déclarant « Je pensais que non seulement moi, mais nous tous étions dans la graisse ». Plus tard la même année, il aurait sauvé un groupe de la catastrophe lorsqu'il a identifié une mine en prenant des photos des soldats, leur permettant d'éviter toute perte humaine. En 1967, Sean s'est rendu en Jordanie pour couvrir la guerre arabo-israélienne. Il est retourné au Vietnam fin 1968, suite à l'offensive du Tet, et alors qu'il travaillait comme caméraman pour Columbia Broadcasting System News, il a été blessé lors d'un combat entre les forces américaines et nord-vietnamiennes. Il s'est rendu au Cambodge en 1970 après avoir appris que les Nord-Vietnamiens avaient pénétré dans le pays. Sean a été vu pour la dernière fois le 6 avril 1970 alors qu'il n'avait que 28 ans. Lui et son collègue photojournaliste Dana Stone ont décidé de se rendre de Phnom Penh à une conférence de presse à Saigon à moto, alors que la plupart de leurs collègues reporters ont choisi de voyager en limousine. Steve Bell, le dernier reporter à les avoir vus vivants, a raconté à l'Indépendant: Après, nous sommes tous retournés à Phnom Penh, mais ils ont dit qu'ils voulaient aller de l'avant. Ils avaient entendu parler d'un poste de contrôle tenu par le Viet Cong. Je croyais apercevoir le Viet Cong là-bas. Steve a pris une photo des deux juste avant qu'ils ne partent pour leur dernier voyage. De retour à Phnom Penh, ils ont disparu à jamais. Ils faisaient probablement partie des premières victimes. Nous n'avions pas encore réalisé à quel point c'était dangereux. Sean et Dana étaient tous deux impatients d'interviewer les troupes et ne semblaient pas intimidés par la violence à laquelle ils pourraient faire face. En juin, environ 25 journalistes avaient été capturés au Cambodge, dont 4 avaient été arrêtés plus tôt le même jour où Sean et Dana ont disparu. 3 journalistes ont été renvoyés dans leur pays, mais certains ont été tués et beaucoup sont portés disparus. Ni Sean ni Dana n'ont jamais été revus et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Dans les années suivantes, il y a eu beaucoup de rumeurs et de théories sur leur disparition. Des rapports de sources indigènes prétendent que les deux ont été tués en 1971 au Cambodge. D'autres, y compris un message radio intercepté de la direction du Viet Cong, laissaient entendre que les deux étaient toujours en vie. Certains rapports ont noté qu'il y avait des rumeurs parmi les petits villages cambodgiens qu'une star de cinéma était détenue. Après la disparition de Sean, sa mère Lily a dépensé une grande part de sa fortune pour le rechercher. Elle n'a cependant jamais pu le retrouver et il a été déclaré légalement mort en 1984. Elle est décédée 10 ans plus tard, sans toujours savoir ce qui est arrivé à son fils. En 2010, des rapports de rupture ont émergé que les restes de Sean avaient été découverts, même s'ils attendaient toujours des tests acides désoxyribonucléiques.
Le corps avait été trouvé par 2 chasseurs d'os amateurs qui, dans un geste controversé, ont ensuite cherché à vendre l'histoire de leur découverte au plus offrant. Des journalistes, dont Tim Page, un collègue de Dana et Sean qui avait cherché lui-même des réponses, ont critiqué l'excavation des restes, notant qu'elle avait été réalisée de manière non professionnelle et aurait pu perturber une grande tombe qui contenait les restes d'autres journalistes disparus. Tim a déclaré qu'il avait fouillé le même site en 2009 et avait trouvé des fragments d'os et des dents qui ont été remis pour des tests. Les restes trouvés par les chasseurs d'os auraient été localisés après qu'un homme local a affirmé qu'il avait assisté à l'exécution d'un étranger grand et blond qui avait été forcé de creuser sa propre tombe avant d'être battu à mort. Cependant, en juin, les résultats des tests ont montré que les restes squelettiques n'appartenaient pas à Sean. Ni Sean ni Dana n'ont jamais été retrouvés. Thomas Hale Boggs Jr. Thomas Hale Boggs Sr. est né le 15 février 1914 à Long Beach, Mississippi. Après son diplôme de lycée, il a étudié le journalisme puis le droit à l'université Tulane, obtenant des diplômes dans ces 2 domaines. Malgré une brève carrière juridique, il s'est rapidement tourné vers la politique. En 1941, il a été élu à la Chambre des représentants. Âgé de 26 ans, il était le plus jeune membre du Congrès. Cependant, dans les années qui ont suivi, il a perdu sa réélection et a servi dans la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, il est retourné en politique et a fait son chemin de retour au Congrès. Au cours des décennies suivantes, il serait réélu 13 fois. Bien qu'il soit populaire parmi les électeurs, Thomas n'était pas sans controverse, l'une des plus notables se produisant le 5 avril 1971, lorsqu'en tant que leader de la majorité à la Chambre, il a appelé à la démission de J. Edgar Hoover, directeur du Federal Bureau of Investigation. Il a accusé l'agence d'écouter les téléphones des membres du Congrès et de placer des agents sur les campus pour espionner les étudiants et les membres du corps professoral, comparant de telles actions aux tactiques de l'Union soviétique et de la Gestapo d'Hitler. Le Federal Bureau of Investigation a nié avoir mis sur écoute les téléphones du Congrès. L'explosion qui a fait la une a surpris de nombreux collègues et membres du personnel de Thomas. Le jour suivant, le président Richard Nixon a dit au leader de la minorité républicaine Gerald Ford qu'il ne pouvait plus prendre conseil auprès de Thomas et a demandé à ce qu'un conseiller alternatif soit trouvé. Ford aurait supposé que le leader de la majorité avait soit bu trop, soit pris une sorte de drogue qui le poussait à s'énerver en détresse. Le 16 octobre 1972, Thomas a embarqué dans un avion avec le représentant Nick Begich de l'Alaska, pour qui il faisait campagne dans le cadre de son rôle de leader de la majorité à la Chambre. Le duo, accompagné de l'assistant de Nick, Russell Brown, et du pilote Don Jones, se rendait à une collecte de fonds pour Nick en Alaska. L'avion a décollé à 9 h du matin mais n'est jamais arrivé. Les recherches de l'avion ont impliqué le Federal Bureau of Investigation, la garde côtière, la patrouille aérienne civile et des centaines de bénévoles. Malgré les recherches approfondies dans la nature sauvage, aucune trace de ce qui semblait être une épave n'a été découverte. Bien que les choses semblaient sombres, les proches des hommes disparus espéraient bientôt entendre un genre de signal de détresse, mais rien n'est jamais venu. Cet incident a conduit à l'exigence de 1973 que tous les avions aient des émetteurs locaux d'urgence indiquant leur position. Le Conseil national de la sécurité des transports, dans leur rapport, a observé que l'émetteur d'urgence portable du pilote avait été laissé dans un autre avion. Après 39 jours, le 24 novembre, les recherches ont été abandonnées. Aucune des 4 personnes à bord de l'avion n'a jamais été retrouvée, pas plus que l'avion lui-même. Il est à noter que les conditions météorologiques en Alaska peuvent changer rapidement, ce qui a conduit à beaucoup de spéculations selon lesquelles, bien que la matinée semblait claire, le mauvais temps a finalement conduit à la disparition de l'avion et de tous ceux à bord. Cependant, en raison de la nature des positions de Thomas et Nick au sein du gouvernement, leur disparition a été décortiquée par les théoriciens du complot dans les décennies qui ont suivi. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les hommes avaient mis en scène leur disparition ou avaient été enlevés par l'Union soviétique ou que leur avion avait, d'une manière ou d'une autre, été saboté en raison des récentes accusations de Thomas contre Hoover et le Federal Bureau of Investigation. Le scandale du Watergate du président Nixon n'a fait qu'alimenter de telles spéculations. À ce jour, la localisation de l'avion et de ceux qui étaient à bord reste un mystère. Thomas a été déclaré mort le 3 janvier 1973. Sa femme, Lindy, l'a remplacé au Congrès. Elle a servi pendant plus de 17 ans.
Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.